Bien, eh bien écoutez, bonsoir chers collègues élus, bonsoir au public qui nous suit en direct. Richard, on te laisse t'installer. Il vient d'arriver à l'instant, c'est très bien. Je tiens à saluer la presse, le Progrès qui est avec nous en physique aujourd'hui, certainement la Voix de l'Ain en direct sur Facebook, et saluer le public qui nous suit également sur les réseaux et qui suivent nos travaux. Nous avons le quorum, je peux donc annoncer l'ouverture de la séance de ce conseil municipal du 18 mai 2026, la lecture des pouvoirs. Nous avons donc Sébastien Caron à Pierre Durour, Alain Vincent à Marilène Deschamps, Abderrahmane Sediki à Bernard Méran, Marc Dumas à Isabelle Gaucher. Merci Catherine. On est accompagné de ce conseil donc par Emmanuel Zuccali à la technique, Catherine Satre qui a préparé le conseil municipal, mon assistante, et Anthony Mario, le directeur général des services. On va pouvoir nommer un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des volontaires? Sinon, ce sera Kenza. Eh bien, Kenza, tu seras affecté au secrétariat de séance. On va valider le PV du 30 mars dernier. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pas de remarques. On peut voter. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Merci pour ce vote du PV réalisé par Catherine. Les décisions du maire. Vous les voyez certainement derrière moi. Il y a des demandes de subventions au FIPD, le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance, quelques tarifications de billetterie de l'intégrale, rien de plus. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur les décisions du maire? Le FIPD demandait pour le dispositif d'alerte mobile au sein des écoles maternelles et élémentaires publiques, suivi par Sylvie Schreiber. Pas de remarques, pas de questions. Spectacle intégral. Merci à vous. Est-ce qu'il y aura des questions en fin de conseil? Bernard. Oui, lesquels, Bernard? Oui. Identité bugiste et droit culturel. C'est noté. Je vous annonce dès maintenant le prochain conseil municipal qui aura lieu le 5 juin, exceptionnellement à 9 h. Il me faut 15 personnes pour avoir le quorum, je vous le rappelle. Pourquoi à 9 h? C'est une obligation qui nous est faite par l'État d'organiser la désignation des suppléants pour les élections sénatoriales. Vous savez qu'on est tous grands électeurs. Pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre, le dimanche 27 septembre, vous êtes tous mobilisés pour aller voter pour nos sénateurs. Je répète bien, le dimanche 27 septembre. Et le 5 juin, à 9 h, on a l'obligation de vous rassembler, je voulais l'éviter, mais je n'ai pas le choix, pour voter simplement les suppléants en cas d'absence de ceux qui n'iront pas ou qui ne peuvent pas y aller au sénatorial. Ah oui, je répète que le vote du 27 septembre est obligatoire. Hein. Voilà, et c'est à Bourg, en Bresse. On va covoiturer. On pourrait faire un bus, c'est une bonne idée ça. Bonne idée. On va covoiturer. Alors, je répète, le 5 juin 2026, à 9 h, conseil municipal exceptionnel pour désigner les suppléants aux élections sénatoriales. Voilà. Ensuite, le 27 septembre, le dimanche 27 septembre, ça sera le vote des sénateurs à la préfecture de Bourg-en-Bresse. Voilà, tout ça sera rappelé, comme d'habitude,
par Catherine, qui fait bien son travail et qui va pouvoir anticiper tout ça dans vos agendas très chargés. Le 6 juillet, vous pourrez noter le prochain conseil municipal qui aura lieu toujours au même endroit et à la même heure, le lundi 6 juillet à 18h30. Voilà pour les différentes annonces du conseil municipal. Nous allons passer à l'information du maire, comme d'habitude. Et je vais solliciter mes collègues sur certains sujets. Avant tout ça, je voulais juste vous annoncer qu'on votera, que je prépare actuellement avec les services et l'appui de l'AMF, l'Association des maires de France, une motion qu'on fera passer au mois de juillet pour voilà, une motion contre les décisions budgétaires de ce gouvernement. Pourquoi? Tout simplement, je dirais qu'il y en a plus qu'assez que ce gouvernement se moque totalement des collectivités, se moque des maires, des présidents d'interco, en ponctionnant dans nos caisses pour rembourser le fameux quoi qu'il en coûte, pour rembourser les dérives budgétaires, la dette nationale abyssale et surtout le manque de courage politique dans cette impérieuse nécessité de réformer structurellement le pays. Assez de ce gouvernement qui pilote à vue, qui pilote à la petite semaine et ne nous permet absolument pas d'envisager la gestion publique avec une vision budgétaire stable ou à minima avec quelques certitudes. Vous savez, on nous demande des débats d'orientation budgétaire, on nous demande des plans pluriannuels d'investissement, je suis très friand de tout ça, mais on nous annonce là, c'est arrivé il y a quelques jours, moins 200 000 € sur notre budget, donc en recettes, avec une dotation qui ne viendra pas. Et ça fait suite à l'état fiscal qui est procédé par Laure Briand, notre directrice financière. Donc, sur ce mandat, voilà, j'en ai en tout cas pour ma part, j'espère que vous partagerez, assez d'être silencieux face à tout ça, assez de tout accepter, de tout compenser et de nous adapter sans cesse à des décisions politiques nationales qui ne sont plus acceptables et qui sont portées par des décideurs nationaux qui manquent totalement de crédibilité et de compréhension surtout de notre réalité, la réalité du terrain et des différentes crises qu'on a pu traverser, pour lesquelles on a dû faire face avec la réduction des coûts, les plans d'économie d'énergie. Sur le précédent mandat, je regarde Richard parce qu'il a bien été concerné par le sujet, et tout ça, ça s'est fait sans hausse de la fiscalité. Donc, je vous donne cet exemple. Donc, la baisse, parce que là, il y a toujours des acronymes à dormir debout, en fait. Hein. L'idée, c'est d'aller chercher des choses extrêmement complexes pour vous dire que vous aurez moins, sachant que je pense qu'on a honnêtement, on a une gestion publique exemplaire. On fait tout pour équilibrer les budgets. Vous avez, en toute transparence, la situation chaque année qui a été faite très régulièrement par Richard et qui sera faite demain par Pierre pour donner la situation financière de la ville, mais on voit bien que les courbes se croisent et on se fait ponctionner en plein milieu de l'année sur la DCRTP. Alors qu'est-ce que c'est la DCRTP? J'ai même du mal. La dotation budgétaire à la charge de l'État compensant les pertes de recettes liées à la réforme de la taxe professionnelle. Donc ça sera moins 200 000 € et j'étais déjà en colère, c'est pas nouveau, hein. Mais comme on était en période électorale, j'ai dit si on est de nouveau aux responsabilités, on fera un écho beaucoup plus fort. Il y a le fameux DILICO, Quesaco. Alors le DILICO, c'est un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. Et ça, c'était dans les cartons de François Bayrou. Et on avait reçu à l'époque tout un... Alors c'est bien, ils font travailler... des fonctionnaires assez brillants d'ailleurs pour sortir la carte interactive sous un format Excel. Vous arrivez à retrouver votre ville. Là, on nous annonçait moins de 100 000 € pour la ville de Belay. Donc, je pense que j'étais un des seuls qui commençait à monter au crayon en disant on va peut-être pas tout accepter. Je l'ai dit encore en conseil communautaire qui perd 1 million de recettes. 1 million, hein. Là, c'est pareil, pour 200 000 pour la ville de Belay, là, on ne parle pas de 200 € ni 20 000 €, c'est bien 200 000 €. Et en fait, on a été tellement dans la succession de crises, parce que maintenant, la crise, c'est pas tous les 5 ans, c'est tous les 6 mois, qu'on est un peu dans le dur. Le Covid, la crise énergétique, l'inflation, la crise politique, maintenant celle des Trois d'Ormuz, et j'en passe. On est tellement en prise avec tout ça qu'on accepte. J'ai envie qu'on n'accepte plus tout ça.
et qu'on porte cette motion, et c'est ce qu'on va préparer la prochaine fois, pour dénoncer, eh bien, je dirais, ces ponctions qui sont faites sur des collectivités qui, à mon sens, ne sont pas dispendieuses, assurent une gestion publique transparente, conforme, et on vient gentiment venir chercher le peu de fonds qui nous reste. Ou, comme le fait très bien notre président de la République, faire des belles annonces pour augmenter, par exemple, la CNRACL de X points, ça fait des hausses de masse salariale de 4-5%, ça pose problème à personne. Et bien là, on va le dire, il faut que ça cesse. Je l'ai dit à l'intercommunalité la dernière fois, parce que en fait, on subit, et puis on accepte, et puis bon, on s'adapte. Voilà, on s'adapte, mais à un moment, forcément, on arrivera au bout de l'équation, et on n'arrivera pas à solutionner nos difficultés financières à venir si à un moment on accepte tout. Alors l'AMF, l'Association des maires de France, porte ces sujets-là, mais je pense qu'il faut qu'il les porte avec encore plus de force pour faire face à ce qu'on est en train de subir avec toutes ces politiques nationales qui n'ont plus aucun sens, qui ne sont plus dans le réel. Voilà, donc ce sera rendez-vous au prochain épisode. Vous aurez la motion écrite, préparée. Je regarde Jean-Yves, il pourrait nous en dire encore beaucoup sur l'État, sur la situation du département financière. Et encore, les départements aussi bien gérés, ils s'en sortent, mais avec une très grande difficulté. Tu pourras en rajouter, cher Jean-Yves, si tu le souhaites. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Et je vais laisser la parole. Si Jean-Yves veut s'exprimer sur le département, tu n'hésites pas. Et on va parler de choses qui nous égayent un peu mieux. Cette politique locale qui nous anime, une politique locale qui investit, qui croit aux forces vives, qui fait travailler les entreprises locales. Voilà, c'est un bon écosystème qui fonctionne bien. Je pense que l'État, enfin en tout cas le gouvernement, devrait prendre exemple sur ces petites collectivités. Jean-Michel, tu parleras après des travaux coiffés. Oui, Jean-Yves. Merci Dimitri, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, le DILICO qui avait été créé de 2024 à 2025, c'était un impôt exceptionnel, c'est le dispositif de lissage pour les collectivités, qui a été reconduit et seuls les départements, la première année, la région avait été frappée. Pour nous, ça avait été 16 millions d'euros quand même pour le département de l'Ain. Et cette année, c'est encore 6,5 millions qui nous sont demandés. Moi, je suis très content que l'AMF s'en saisisse parce qu'il nous faut bouger. Les collectivités, on est tous dans le même bateau et il nous faut bouger contre ce gouvernement qui assèche les collectivités, qui met à mal les collectivités. Les plus petits en bas de l'échelle, ce sont les communes. Alors, heureusement, ça n'a pas été frappé cette année, mais on est en grande souffrance et je pense qu'il faut se serrer les coudes et cette motion est la bienvenue. Et bravo Dimitri, il nous faut adhérer à tout prix à l'AMF. Très bien. Jean-Michel, les travaux Coiffet, c'est un petit point d'avancement rapide sur Coiffet, la piscine de l'intercommunalité de Bugey. Oui, Bernard. Pardon. Sur ce sujet, on sera très attentif au contenu de cette lettre parce que on a assisté au débat budgétaire sur 2026 comme vous, et on n'est pas fondamentalement, j'allais dire, si nous sommes très opposés au gouvernement, on a vu d'autres partenaires qui ne partageaient pas forcément notre point de vue. Donc on sera très attentif au contenu. J'en veux, là, clairement, on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a que l'État qui peut avoir un déficit. Les collectivités locales, et heureusement, n'ont pas le droit d'avoir ces déficits. Ce qui fait que, contrairement à un certain nombre de pays, je pense à l'Espagne, qui a des valises de déficit dans les régions énormes, nous avons la chance d'avoir des collectivités territoriales dont les finances sont assez saines. Voilà, donc je dis ça parce que lorsqu'on évoque la CNRACL, pour moi la CNRACL, c'est quand même la retraite des personnels communaux. Donc il faut qu'on soit attentif, effectivement, à ce qu'ils soient financés et qu'on ne se retrouve pas en situation de devoir, soit dire on va réduire le nombre de personnels communaux parce qu'on n'aura pas de quoi, mais bien assurer le financement des retraites. Bernard, ce qui me gêne surtout sur la CNRACL, c'est le côté intrusif du président de la République qui fait des annonces nationales, qui les subit, c'est au niveau local. Laissez-nous administrer librement nos administrations. Comme dans l'entreprise. Vous avez une entreprise privée, ils viennent vous donner des leçons
de comment gérer votre système de rémunération avant de vous occuper de ces collectivités qui font très bien le travail avec, vous participez au CST, il y a du dialogue social, il y a des rencontres avec les partenaires sociaux, on discute de tous ces sujets. Nadine maintenant est présente à toutes ces activités-là. Il y a du relationnel, il y a du partenariat, il y a de l'écoute et il y a en face surtout des actions concrètes qui sont portées par cette collectivité. On a augmenté le CIA avec Richard sur le dernier, sur le dernier mandat, plein d'autres choses, la revalorisation des tickets. On a fait un bilan d'ailleurs sur le sujet. Ce que je reproche, c'est cette intrusion-là dans nos activités. Occupez-vous de l'État. Occupez-vous de l'État régalien qui fuit de partout avant de venir vous occuper de nous. Parce qu'il y a vraiment du grain à moudre et il y a un grand coup de balai à mettre sur toutes ces politiques qui, au final, ne sont pas exemplaires et mettent en grande difficulté ce pays aujourd'hui dans sa crédibilité au niveau européen et le reste également. C'est ça qui m'agace le plus. Alors, Jean-Michel. Ça commence fort. Bonsoir à toutes et tous. Un petit point donc sur la plaine sportive. La phase 3 a commencé le 4 mai. Donc pour ceux qui veulent aller faire un petit tour, c'est toujours bien d'aller voir la phase des travaux. Donc l'ancien synthétique a été donc complètement démonté. Et puis donc là, nous sommes en train de faire la plateforme de forme. On pense à environ 3 mois de travaux sur cette phase 3. Ensuite, je vais vous parler, puisque c'est la pas piscine de Bugey Sud. Voilà, c'est pas que vous soyez un petit peu au courant. Alors, à l'heure actuelle, nous en sommes au point à 2, voire 3 mois de travaux. Fin des travaux est prévue à quelques jours près, dans la deuxième quinzaine de septembre, où là, les entreprises vont nous remettre les clés avec l'eau mise dans les bassins. Ensuite, on se laisse, nous, entre 15 jours et 3 semaines pour prendre le lieu et surtout mettre toute l'informatique. Une ouverture au public est prévue sur la deuxième quinzaine d'octobre et pour les écoles après les vacances de la Toussaint. Donc là, c'est plus du conditionnel, les dates sont vraiment arrêtées, on n'aura pas d'autres retards sur ce centre nautique qui devait ouvrir donc début septembre. Mais sur un chantier comme ça, avoir qu'un mois de retard, je pense que c'était bien géré. Voilà ce qu'il en est sur... Alors c'est bien le projet de l'intercommunalité Bugey Sud, mais c'est bien d'en parler en information au conseil municipal, parce qu'on a beaucoup de questions en la matière, quand est-ce que la piscine ouvre. J'en profite, le siège communautaire de l'intercommunalité, c'est des gros projets aussi. Alors pareil, le siège communautaire, ouverture en septembre, le conseil communautaire du 24 septembre se feront donc dans le nouveau siège. 24 ou 23 Voilà. Très Le bien. conseil de fin septembre se fera à Belay. Merci Jean-Michel. Je voulais que Marie-Hélène Deschamps nous parle du plan local de l'urbanisme. Ça va être un gros dossier sur cette mandature. Et régulièrement, je vais lui demander qu'elle fasse un petit point d'avancement très rapide pour vous donner en fait les étapes de ce projet, la méthode mise en place, parce que j'ai beaucoup de questions aussi sur le PLU en ville, forcément. Donc Marie-Hélène, en charge de ce sujet. Concernant le PLU, donc, il a été acté au dernier conseil du mois de décembre de procéder à la révision du plan local d'urbanisme. Ça passe par différentes étapes. Là, nous en sommes à la réception des offres des différents candidats qui a été fixée au 6 mai. S'en suivra qui a démarré par l'ADIA l'analyse des offres de façon à pouvoir retenir des candidats puisqu'il y a 2 lots sur ce PLU. Et ensuite se déroulera l'enchaînement de tous les travaux nécessaires à l'aboutissement derrière de la rédaction d'un PLU, avec des étapes de concertation, de présentation, des réunions publiques qui auront lieu pour informer. Je vous laisserai reprendre la délibération du Conseil du 1er décembre qui décline toutes les étapes. Et je profite d'avoir la parole pour indiquer qu'il ne nous est pas possible, nous élus, de pouvoir répondre à toutes les sollicitations privées
Ce serait même, je dirais, limite malhonnête de prendre des engagements sur des parcelles, sur des décisions qui seront prises donc tout au long, qui seront analysées, qui seront prises tout au long de cette procédure. Parce que je pense que, comme Monsieur le maire, nous serons sollicités par des personnes ou des entreprises pour connaître le devenir de leurs parcelles. Cette procédure de PLU, de travail sur le PLU, est bien entendu encadrée par le SCOT, Le schéma de cohérence. le schéma de cohérence territoriale qui a été mis en place par la communauté de communes. Et nous sommes également accompagnés par les services de l'État qui veillent très précisément à ce que chaque chose soit bien conforme au règlement, conforme aux différentes directives, notamment par exemple ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette. Donc les services de l'État sont très vigilants et nous ne saurions absolument pas nous engager sur des demandes que nous recevrions de particuliers. Je profite d'avoir la parole pour conseiller éventuellement aux différentes personnes qui auraient des questions, des remarques, des soucis, donc de bien être vigilants sur les différentes procédures qui seront en cours pendant donc plusieurs mois, voire plusieurs années, et de pouvoir adresser un courrier lorsque c'est un cas particulier, un courrier concernant leur parcelle, voilà, pour indiquer leur situation et leurs souhaits, et bien participer à l'enquête publique où un commissaire enquêteur sera là pour recueillir les différents souhaits qui seront examinés après par également les services de l'État. Super. Merci Marie-Hélène. Elle a tout dit, puisque c'est vrai qu'on est sollicité très régulièrement sur des demandes des fois un peu étonnantes avec les nouvelles lois de restriction d'urbanisation, la loi ZAN et ainsi de suite. J'ai un terrain agricole, je veux le passer en constructible. Le maire n'a pas la capacité à décider de choses pareilles, et surtout avec les nouvelles normes qui vont arriver, c'est plutôt l'inverse, ça va être de préserver ces zones agricoles. Donc vraiment, on invite la population à participer à ces travaux, aux enquêtes publiques, à faire des courriers pour des demandes, et tout ça sera analysé durant ce travail exigeant du plan local de l'urbanisme. Géraldine, pour la présentation de l'intégrale. Micro. Voilà, bonsoir à tous. Alors, donc je vais informer les membres du conseil municipal du souhait de l'intégrale d'adhérer à l'UCAB. Donc cette adhésion permettra... Non, c'était la présentation de... Pardon, c'est simplement pardon. la présentation de la date de saison. Ah, d'accord. Oui, Donc, pardon. Alors, juste une En information. quelques mots, hein, c'est d'accord. de l'info. Ah, la présentation de la soirée de présentation. Voilà, d'accord, tout à fait. ok. Donc la soirée, tout le monde est convié, la population entière est conviée à la soirée donc de présentation qui aura lieu le 11 juin, donc pour la nouvelle saison. L'équipe sera présentée aussi. On aimerait vraiment qu'il y ait beaucoup de monde et surtout faire À quelle ça. heure, Géraldine C'est à, je ne sais plus exactement, c'est 19 19, ouais. En fait, il faudrait qu'on va vraiment faire passer le message. C'est ouvert à tous, pas seulement aux abonnés. Donc voilà, c'est gratuit. Et il va y avoir un spectacle, une surprise avec humour et voilà, dans quelque chose qui devrait plaire à toutes les générations. Et on vous attend nombreux. Et notre objectif, c'est vraiment de faire savoir que c'est ouvert à tous. Ouvert à tous, à tous les publics, à tous les budgets. Et gratuit. Et il faut s'inscrire quand même sur le site de l'Intégrale comme un vrai spectacle, mais il vous sera offert. Et on espère qu'on va passer un très bon moment. Oui, n'hésitez pas, parce que on l'a dit souvent sur le précédent mandat, il y a beaucoup d'actions gratuites. Et il faut que les gens en profitent, mais voilà, on demande simplement de s'inscrire, c'est pas très compliqué, ils vont pouvoir bénéficier d'un joli spectacle. Il y en a une même demain soir, hein, quelque chose de très original au cinéma L'Arlequin, donc à l'initiative du conservatoire, un ciné-concert, donc avec le piano est installé, les films projetés derrière, ça c'est quand même des choses, et surtout des univers qui se rapprochent et des structures qui travaillent ensemble, et c'est gratuit et ouvert à tous. La culture, c'est très bien. 18h30, conservatoire, on peut appeler, même je pense qu'on peut se présenter comme ça. Site du conservatoire. Voilà. Daniel.
l'intégrale. Le site de l'intégrale, oui. Ouais, ou sur place, parce qu'ils sont ouverts assez souvent, ou sur le site. Daniel, pour l'événementiel, très rapidement. C'était le 21 juin, tu avais quelque chose à dire en particulier ou pas? Par rapport, bonsoir à toutes et à tous, par rapport au dernier conseil, rien de bien particulier. Effectivement, le prochain gros événement, ça va être la fête de la musique le 21 juin. Traditionnellement, on maintient la date du 21 juin avec des animations musicales à peu près dans tous les secteurs principaux de la ville, place des Terreaux, boulevard de Verdun, une partie de la Grande Rue. On est en train de terminer avec le service culture la programmation un petit peu de cette journée de la fête de la musique, mais à nouveau, bon nombre de groupes amateurs qui se produisent gracieusement. Et là aussi, bien sûr, on attend un public nombreux avec une météo qui, bien entendu, sera tout à fait favorable. Oui, on espère. Ouais. Voilà. Merci Daniel. Eh bien écoutez, on va passer au conseil municipal avec une première délibération de ce rapport détaillé avec le représentant du SEM en tant que correspondant défense. Et donc nous proposons la candidature de Jean-Michel Berthet sur ce rôle de correspondant défense en lien avec les militaires, l'armée, pour créer du partenariat, être aussi une zone d'accueil quand ils veulent faire des permanences et autres. Jean-Michel pourrait vous en parler, mais c'est la représentation classique, habituelle de ce début de conseil, fin de mandat. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Voté à l'unanimité. Lieutenant Berthet. À vos ordres. Il y aura un représentant du conseil municipal, donc un second référent sur l'ambroisie. L'ambroisie, c'est une mauvaise, on va pas dire une mauvaise plante, en tout cas, voilà, qui est invasive. Les agriculteurs, ils sont très attentifs. Donc il y aura un technicien qui est demandé. Donc nous proposons, parce qu'il y a un élu et aussi potentiellement la possibilité de mettre un technicien. Et nous avons proposé la candidature de Monsieur Pierre Courtadon. Ça doit être à la suite. Voilà, Pierre Courtadon, qui est donc le responsable du service environnement de la ville. Sur l'association Stop Ambroisie. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Très bien. Et là, nous allons sur la commission d'attribution logement et examen de l'occupation des logements, donc le Caléol, représentant du conseil municipal au Caléol, et nous proposons la candidature de Madame Annie Delpont. Voilà. Et en cas d'absence, ça sera donc Sylvie Vincent, la directrice du CCS. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des oppositions? Abstention. Merci à vous. Et la commission, la fameuse commission communale des impôts directs, qui a lieu encore, et heureusement chaque année à Belay, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir, puisque les services de la DGFiP sont en difficulté. Je ne vais pas dire l'inverse, parce qu'en termes de problèmes de personnel et autres, ils font l'effort avec Belay, parce que je pense qu'on est bien sympathiques et on les aime beaucoup. On les aime beaucoup parce qu'ils viennent effectuer cette commission communale qui nous permet de retravailler, notamment, de faire une revue sur tous les changements au niveau des habitations, donc les habitations neuves, mais aussi les réhabilitations, pour mettre la bonne classification qui nous permet après d'appliquer la bonne base fiscale. Voilà. Donc là, sur cette commission, la commission communale, nous avons. Est-ce que vous l'avez derrière moi? Commission communale. On va vous présenter les noms. Et s'il n'y a pas les noms, vous pouvez les... Je ne l'ai pas en papier. Moi, je l'ai là. C'est pas très... Allez-y. Ah, formidable. Donc nous avons Marc Dumas, Annie Delpont, Jean-Michel Berthet, Sylvie Schreiber,
Daniel Poncy, Marilène Deschamps, Pierre Roux, dommage. Pierre Roux. Allez, là, c'est bon. Attends, on va juste remonter. Excusez-moi, merci Sylvie, c'était super. J'en étais où? À Pierre Roux. Excusez-moi, voilà, nous avons donc Géraldine Fribault, voilà, Charles Guillon, Annie Cluzel, Alain Bory. Enfin, vous voyez tous les noms qui sont répertoriés. On en a exactement 32. Voilà, on a repris aussi ceux qui étaient présents, qui étaient assez assidus d'ailleurs. Je pense à Daniel Goyard, je pense à Hugo, voilà, à Génon, Philippe Treillet, j'en passe. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur cette commission? Je ne vais pas vous rebalayer tous les noms, vous l'avez dans la délibération, qui a lieu chaque année, et heureusement. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils remettent à jour surtout les bases fiscales, avec Ecofinance, ce qu'on avait lancé. On voit que c'est toujours dans les tuyaux de la DGFIP, et c'est toujours pas mis à jour. Ça, c'est le sujet. Remarques, questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci. Merci pour cette commission qui va pouvoir s'installer. On va passer à Jean-Michel Berthet, adjoint à la tranquillité publique, au plan communal de sauvegarde, au conseil local de prévention de la délinquance, qui va nous parler de la formation des agents de la police municipale. Jean-Michel. Donc, cette délibération porte sur une convention de mutualisation d'équipements municipaux entre la commune de Belay et la commune du Bourget-du-Lac. Je rappelle que la commune de Belay organise régulièrement des actions de formation au profit de sa police municipale, notamment des formations relatives aux gestes techniques professionnels d'intervention, et propose dans ce cadre la signature d'une convention et de mutualisation des équipements lors de la tenue de ces formations avec la commune le Bourget-du-Lac. Je ne vais pas vous dire toute, bien sûr, la convention, mais les points importants. Considérant que la commune de Belay organise régulièrement des actions de formation au profit de sa police municipale, et notamment donc des formations relatives aux gestes techniques professionnels d'intervention, considérant que ces formations sont planifiées et mises en œuvre par la police municipale de Belay au sein du dojo situé dans l'annexe de l'hôtel de ville, considérant que la police municipale de la commune du Bourget-du-Lac bénéficie de formations donc du GTPI dispensées par le même formateur, considérant l'intérêt commun pour les deux collectivités de mutualiser l'utilisation des équipements municipaux à des fins de formation professionnelle, donc considérant que la mise en commun de ces temps de formation favorise des échanges de pratiques, de partage d'expériences et le renforcement des compétences professionnelles entre agents des deux polices municipales. Donc c'est simplement donc, de se mettre avec la commune du Bourget-du-Lac sur le dojo que nous avons donc derrière, pour mutualiser un petit peu avec les formateurs et puis d'avoir un lien avec le Bourget-du-Lac où de temps en temps on a un peu des gens de Belay qui vont sur la Savoie et donc c'est d'avoir un lien important avec ce police municipal du Bourget-du-Lac. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur... Voilà. Bonsoir à tous. Juste, oui, une petite précision, Monsieur Berthet, c'est marqué situé dans l'annexe de l'hôtel de ville, notamment un dojo, une salle de boxe et une salle de musculation. C'est où exactement? Au 3e étage. Ah. Là, au 3e étage. Donc, on l'avait fait donc sur le mandat précédent. Il y avait donc tout un palier où il n'y avait rien du tout et on a transformé un dojo pour la police municipale qui s'entraîne 2 heures par semaine le mercredi. N'hésitez pas à passer les voir. Hein? Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette délibération? Des votes contre? Votez à l'unanimité. Merci Jean-Michel et on crée du lien avec la PM du Bourget. On en est très heureux. On va laisser la parole à Pierre Roux, adjoint en finance à la mutualisation. Je vous propose de faire des choses en 2 temps. On va passer les comptes de gestion dans un premier temps et ensuite les comptes administratifs, puisque je laisserai Pierre voter les comptes administratifs. Je devrais quitter la salle. Pierre, compte de gestion du budget communal, du budget annexe pôle culture et du budget annexe réseau de chaleur. Merci Dimitri, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous.
Donc je vais vous parler de l'exécution budgétaire aujourd'hui, de l'année 2025. Note de présentation brève et synthétique du compte administratif 2025 du budget général. Comme l'a dit Dimitri, on a un budget général et on a 2 budgets annexes, la culture et le réseau Chaleur-Bois. Dans les documents dont vous avez certainement pris connaissance, c'est vrai que c'est un peu rébarbatif, on vous a préparé pas mal de choses. Les services, notre directrice des finances, avec son équipe, vous a préparé 2 notes de présentation pour le budget principal et puis pour les 2 budgets annexes. Alors, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ce budget a été exécuté en 2025. J'ai Richard qui était en charge des finances à cette époque-là. Bien sûr, il prendra la parole quand il voudra, mais moi, je vais vous présenter tout ça. Mais Richard, tu pourras intervenir. Peut-être que j'aurai une question à te poser, et peut-être que je ne pourrai pas répondre à certaines questions, donc on verra. Je voudrais quand même vous lire simplement le chapeau de la note de présentation je ne l'ai pas appris par cœur, pour poser un petit peu de quoi on va parler. Ça ne sera pas très très long. Alors, simplement pour vous dire que l'article L 2313-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être annexée au compte administratif. La présente note répond à cette obligation. Pour mémoire, le compte administratif est établi en fin d'exercice par le maire. Il est le bilan financier de la commune. Il rend compte des opérations budgétaires exécutées, rapproche les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif des réalisations effectives. En dépenses et recettes pour les 2 sections, se présente de la même manière que le budget pour permettre la comparaison et présenter les résultats comptables de l'exercice. Le compte administratif comporte 2 grandes sections bien distinctes. La section de fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune et la section d'investissement qui retrace les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à modifier le patrimoine de la commune. Contrairement à un budget qui doit être équilibré, dépenses égale recettes pour chaque section, le compte administratif fait ressortir des écarts entre les dépenses et les recettes de chaque section. Son objectif est de dégager les résultats de l'exercice en sachant que les informations qui y figurent sont concordantes avec celles présentées par le trésorier dans son compte de gestion. Alors ce que je veux vous dire, c'est que la concordance, elle y est à l'euro près. Donc les deux sont un miroir entre nos comptes et ceux de la DGFiP. Alors, on va passer, si vous avez des questions, vous m'interrompez, bien sûr. Alors, au budget général, en investissement, en recettes, nous avons 6 004 339 € 51, en dépenses 7 754 375 18, soit un résultat d'exercice de 1 750 035 67, et résultat antérieur de 1 888 183 95, donc un déficit de clôture de 3 638 219 69. Le déficit de clôture, oui, étant de 3 638 219 62. En fonctionnement, nous avons en recette 12 727 089 03 et en dépenses 11 042 769 30, soit un résultat d'exercice fonctionnement d'1 684 319 73 et un résultat antérieur de 3 821 880 36. Alors ces résultats au niveau de l'investissement résultent de la plaine sportive, on a beaucoup investi. Donc vous avez un résultat antérieur à 1 750 000 négatif et un résultat intérieur de cet exercice 1 800 000. En compensation, nous avons des recettes, des dépenses,
un résultat d'exercice à 1 684 000, comme je vous l'ai dit, un résultat antérieur de 3 821 000. Donc avec ce résultat de clôture, nous permet de continuer à investir et à couvrir tous les investissements des programmes en cours, et notamment de la plaine sportive, mais pas que, on verra ça plus tard. Donc, déficit dû aux investissements de la phase 2, comme je vous l'ai dit, de la plaine sportive. Baudin, fin des travaux, et aux investissements récurrents, donc véhicules informatiques. Et on a cet excédent en fonctionnement de 5,5 millions qui permet de financer les investissements au budget primitif 2026. Alors, le budget communal compte administratif, c'est le coordonnateur. Donc, c'est un copier-coller, un miroir avec celui que je viens d'évoquer, puisque à l'euro près, nous sommes concordants avec la DGFiP. Vous avez reçu ce document qui retrace toute la documentation comptable. Alors, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, mais il était annexé. Nous allons passer ensuite au budget communal de Belay. Investissement en recettes, on a 6 4 339 51. Dépenses 7 754 375 18. Et résultat de l'exercice 1 750 035. Les résultats antérieurs, on était à 1 888 183. Donc un déficit de clôture de 3 638 219. Avec des restes à réaliser de 1 635 595 en dépenses, et en recettes à 2 318 024. En fonctionnement, nous avons 12 727 083 03 de recettes, 11 042 769 de dépenses, soit un résultat d'exercice à plus 1 684 319 et un résultat antérieur de 3 600 821 880. Alors, un excédent de clôture. Donc, le déficit de clôture va en investissement, résultat reporté, en dépenses, compte 001. En fonctionnement, un résultat reporté de 2 549 410. Quant à l'excédent de clôture à 5,5 millions, alors il est réparti en fonctionnement, en résultat reporté sur le C002, et en affectation des résultats au compte 1068 en section d'investissement à 2 956 790. La commission des finances a émis un avis favorable. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget, sur cette exécution? Oui. Dans le deuxième tableau, est-ce que vous pouvez commenter les restes à réaliser au niveau investissement? Il y a une colonne, Alors, les restes à réaliser au niveau des investissements. Ouais. Ben, les restes à réaliser, je pense que c'est la plaine sportive. C'est la phase qui est financée déjà sur l'année. C'est le coiffé, là. Ouais. C'est le coiffé. Ouais. Phase 3. Et les recettes, le montant des recettes 2 318, c'est les subventions espérées? Ben oui, en grande partie, oui. Non, c'est pas les subventions espérées, c'est celles intégrées, officielles. Non, mais intégrées. Oui, pas espérées, mais qui sont déjà intégrées, bien sûr, et qui sont notifiées. D'accord. Et qu'on va percevoir, bien sûr. Ce qui est important, c'est la notification, bien sûr. Alors, donc alors c'est là que tu dois sortir. Ce que je te propose, c'est de balayer tous les comptes de gestion. Ok. Et n'hésite pas à parler en kilos euros, Pierre, comme ça t'évitera les centimes. Oui. Et puis de balayer tous les comptes de gestion entre les
les excédents, les déficits excédents de clôture, et puis après les comptes administratifs, de toute façon c'est le pendant. Donc Tout à fait. Commande tout sur le compte de gestion, et puis je sortirai pour les comptes administratifs. D'accord, note de présentation. Donc vous avez une note de présentation brève et synthétique également pour le budget culture. Le premier budget annexe, qui est ici. Alors, pour le budget annexe, le compte de gestion, c'est le comptable public. Nous avons en recette à 281 euros, 0,96. En dépenses, 160 euros, 160 000. Résultat d'exercice, plus 120, 424. Et résultat antérieur, 225, 385, soit un excédent de clôture de 345, 810. Ouais, c'est le compte administratif. En recette, nous avons 2 millions ou 2486 euros 928. En dépenses, 2 512 soit un résultat de clôture à 25 217,48, avec un résultat antérieur positif de 121 602, soit un excédent de clôture de 96 385 47. Alors il y a des restes à réaliser importants sur l'intégrale qui sont vus au moment du compte administratif. Donc en fonctionnement, on a un excédent de clôture de 96 000 euros. Concernant le budget annexe pôle culture ordonnateur, donc c'est-à-dire le maire de Belay, nous avons exactement les mêmes comptes. Alors l'excédent de clôture en investissement est constitué principalement des dotations aux amortissements, l'intégrale y compris le bâtiment. Cet excédent est reporté en vue de financer la rénovation du bâtiment et du matériel de l'intégrale et des services culture. En fonctionnement, l'excédent provient du résultat antérieur 2024. Alors c'est vrai qu'on a contractualisé avec une DSPO Batala en 2024 et que sur les 80 000 euros de subvention, on n'avait versé que 40 000 puisque l'année n'était pas terminée. Donc il restait 40 000 à verser. C'est pour ça que voilà, il reste 40 000. C'est pour ça que nous avons, ou il restait plutôt. C'est pour ça que nous avons un excédent plus important. Ensuite, les résultats, les affectations des résultats en investissement, donc c'est l'affectation définitive des soldes. En recette, 281 kg 0,96. En dépenses, 160 672. Résultat de l'exercice, 120 422. En positif, résultat antérieur, 225 385, avec un excédent de clôture de 385 810. Le déficit des restes à réaliser, reste à réaliser en dépenses, 189 209. Déficit des restes à réaliser, 189 209. Fonctionnement recette 2 486 euros en dépenses 2512 euros 146 avec un résultat de clôture de moins 25 217 et un résultat antérieur de 121 602, ce qui nous fait un excédent de clôture de 96 euros 385. Il est proposé d'affecter définitivement les résultats comme suit. En investissement, résultat reporté, recette 001 385 810. Et en fonctionnement, résultat reporté, recette 96 385 47. Donc il n'y a pas d'affectation de résultat au compte 1068 investissement, puisque ça n'est pas nécessaire.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette exécution budgétaire? Alors parfois il y a des excédents au niveau de l'exécution du budget. On se laisse des marges de manœuvre. Hein. Donc on ne peut pas avoir une exécution budgétaire à 90-100%, puisque aujourd'hui, depuis la M57, on ne peut pas prévoir sur un compte spécial une réserve. Donc tout doit être prévu sur les comptes de dépenses et de recettes, mais par avance. Est-ce que vous avez des questions à poser? On va passer par le réseau de chaleur en compte de gestion. Alors, le réseau de chaleur. Pareil, hein, vous avez une note de présentation très exhaustive. Alors, compte de gestion 2025, comptable public en recette 239 kg euros 432, dépenses 271 225 kg euros. Résultat d'exercice 31 kg euros 792. Résultat antérieur 315 kg euros 660, avec un déficit cumulé de clôture de moins 347 452. Alors c'est un déficit qui gonfle, hein, parce qu'on n'a pas pour le moment toutes les recettes en face. Il va falloir développer ce réseau de chaleur. Bon, ce sont des choses qui sont financées effectivement par le budget principal, mais pour le moment, on laisse en l'état. On n'a pas été encore repris par les services de l'État, mais le but, c'est de développer ce réseau de chaleur pour arriver à équilibrer ses comptes. Alors, en fonctionnement, on a 322 014 89. En dépenses, 106 389, 106 kg 389. Résultat de clôture, 215 kg euros 665, avec un excédent de clôture de 215 kg euros 665. Donc vous savez que c'est la société Belena qui paye à la ville pour l'exploitation. Peut-être que Richard pourrait nous en dire plus là-dessus. Moi, j'ai encore pas bien pris possession de ce réseau chaleur-bois. Je ne veux pas mobiliser les services en permanence. Mais voilà, il n'y a pas de souci particulier. Simplement qu'il faut l'étendre. Ça a un budget, ça a des études pour éventuellement un jour essayer d'équilibrer ce budget. Alors, ce que je peux juste rajouter pour notamment les nouveaux élus, en fait c'est un budget qui est structurellement en déséquilibre au niveau du fonctionnement, au niveau de l'investissement, pardon, qui a été financé par emprunt, donc au niveau trésorerie c'est géré, et qui effectivement dégage un fonctionnement en théorie qui devrait couvrir le déficit d'investissement. C'est pas tout à fait le cas, mais c'est pas non plus. On est à moins 347 000 en invest sur un cumul, et on est à plus 215, donc l'écart est mineur sur un investissement de départ qui, je le rappelle, était de l'ordre de 7-8 millions, je crois, durant la mandature 2014-2020. Donc c'est quand même marginal. Ceci étant dit, il est clair qu'il y aura un questionnement à l'issue de la DSP actuelle. On en a déjà parlé durant les années précédentes, pour voir comment l'équilibre se situera sur la prochaine étape et la prochaine DSP. Voilà, mais il n'y a pas de déséquilibre majeur. Il y a effectivement un léger déséquilibre d'une centaine de milliers d'euros au bout de, je crois, maintenant 15 ans de fonctionnement. Donc c'est pas non plus quelque chose qui doit vous alerter ou vous inquiéter. Voilà ce que je peux ajouter en quelques mots. C'est la densification du réseau. Ce que je vous propose, on va voter... J'ai pas terminé là parce que j'ai... Oui, non, mais ce que je te propose, Pierre, c'est de voter le compte de gestion, parce que là, on a balayé tous les comptes de gestion, qui est donc la version du trésorier, hein, on est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur le compte de gestion de ces 3 budgets? Pas de remarques, pas de questions. On vote, voter à l'unanimité, et je vous propose de quitter la salle, comme ça Pierre vous fera voter les comptes administratifs avec les affectations de résultats, en terminant son explication.
Alors, je vais vous proposer de voter les comptes administratifs au niveau de ces 3 budgets et l'affectation des résultats. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Donc je pense qu'on peut faire rentrer Dimitri. Oui, monsieur le maire, ça a été voté à l'unanimité. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Allez, règlement budgétaire et financier. Pierre, on poursuit. Alors, règlement. Alors, depuis la M57, on vous en a parlé, peut-être qu'on vous en parlera plus tard à nouveau, qui a été voté en 2024. On avait approuvé un règlement budgétaire et financier en 2024 et à chaque début de mandat, on doit à nouveau approuver ce règlement financier. Simplement, le règlement budgétaire et financier devient obligatoire pour les collectivités mettant en œuvre ce référentiel qui s'inscrit dans une dynamique de modernisation et d'amortisation de la comptabilité publique qui tente à rejoindre la comptabilité générale des entreprises. Alors, depuis le passage à la nomenclature M57, le Conseil municipal doit approuver un règlement budgétaire et financier. Le règlement budgétaire et financier se décompose en 9 thématiques. Les principes réglementaires, les principes budgétaires, l'annualité, unité, universalité, la spécialisation des dépenses et l'équilibre budgétaire. Alors, il y a le cadre budgétaire, différents documents budgétaires, vote BP, budget provisionnel, les virements de crédit, la gestion des crédits, la comptabilité d'engagement et les dépenses imprévues, la gestion pluriannuelle des crédits, APCP, l'exécution du budget, exécution des dépenses, des recettes, des régies, les méthodes comptables, provisions, rattachements, les restes à réaliser, l'amortissement, la gestion financière, la gestion de la dette, la gestion de la trésorerie, et enfin le passif, que sont les engagements hors bilan, les garanties d'emprunt. Voilà, pour avoir plus de détails, maintenant je vais vous demander de voter sur ce règlement budgétaire et financier. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Voilà, pour les non-initiés, pas de panique. Quand on vous dit la M57, oui, c'est vraiment voilà, le cadre de référence de la compta publique. Et il y a eu quand même des améliorations assez significatives. Ça permet de standardiser un peu tout ça, notamment quand on change de collectivité ou quand on parle aussi avec l'intercommunalité. On est en dialogue sur les mêmes données. Ils sont sur cette base de la M57. Donc pas de panique. Et c'est bien que Pierre aussi fasse un peu de pédagogie sur voilà, qu'est-ce qu'un compte de gestion, qu'est-ce qu'un compte administratif. Alors pour les anciens élus, c'est plus facile. Mais pour les nouveaux, c'est vrai que ça peut paraître des fois pas simple, mais on aura les formations associées. Voilà, et puis à un moment, il faut s'y mettre et puis surtout bien s'appuyer soit de Pierre, soit de Richard, le président de la commission, soit de Laure Briand, pour avoir toute cette gymnastique des budgets primitifs, des comptes administratifs, des comptes de gestion, des affectations de résultats, des décisions modificatives. Enfin tout ça, on va l'animer durant ce mandat. Et on sera là évidemment pour accompagner les nouveaux à cette compréhension. Pierre, il y a 2 DM justement, 2 modifications. Il y a 2 DM effectivement. 2 décisions modificatives et qui vont évoquer ce que je disais en préambule sur la motion que je souhaite porter au mois de juillet. D'accord. Alors vous avez plusieurs lignes, notamment une ligne de 196 390 qui vient se compenser avec une ligne de recettes. Donc ce sont des écritures d'ordre, donc internes. Simplement, ce qui est important comme ligne, c'est celle effectivement des baisses de dotation. Donc on subit des baisses de dotation. Budgété, on avait été très prudent sur le budget prévisionnel.
Mais on a eu cette surprise d'avoir cette baisse alors à hauteur de environ Mais 200. combien 200 200 000 euros. Ok. Vous voyez les chiffres négatifs. Donc les 58 000 en bas, c'est une vente, hein, c'est le garage Baudin. Alors on rectifie parce qu'on avait prévu une signature en décembre, finalement elle a eu lieu en avril. Donc, il y a eu cette petite correction. Et puis on compense la perte de recettes de 188 510 euros. Toutes ces recettes compensées sur une réserve que nous avons faite sur une ligne travaux réseau eau pluviale. On est forcément obligé d'aller chercher l'argent quelque part. Quelque part. Les DM, décisions modificatives, donc c'est soit des écritures comptables, ça c'est de la pure compta publique où on vient corriger des chapitres, changer quelques lignes. Donc là vous allez voir, des fois on ne va pas en parler 3 heures puisque c'est purement de la une action métier, quoi, une action métier comptable. Par contre, ce qui est important, c'est de s'intéresser aux gros chiffres. Voilà, quand à un moment il y a un investissement qui n'a pas été anticipé, on essaye de tout anticiper, mais ça peut arriver qu'il y ait un investissement qu'on n'a pas anticipé, ou là une recette qui ne rentre pas, et il faut qu'on puisse faire la gymnastique comptable et surtout de mettre en place cette fameuse, en tout cas d'acter une décision modificative. Je fais un peu de pédagogie, excusez-moi. Oui, tu as raison. Bien. Tu es là pour ça. Aussi. C'est bien, c'est gentil. Alors, il y a une deuxième décision modificative. Alors là, ça correspond à des spectacles, les lignes, non, c'est ça là. Moi, j'ai ce tableau là, oui, c'est ça. Spectacle en co-réalisation. Alors, on achète des spectacles. Et puis il y a des mouvements d'écriture avec des recettes en parallèle, des comptes 604, 20 et 60 420 et 60 421. Qu'est-ce qu'il y a à retenir, Pierre, sur les gros chiffres, surtout sur les DM? Là, il y a surtout la baisse de dotation que tu voulais évoquer. Oui, c'est surtout sur la première DM. Hein. Ouais, c'est la baisse de dotation. Après, ce sont des écritures propres aux opérations, des spectacles en corrélation et des réalisations. Quoi. Je vois un achat de spectacle intégral, 569. Et puis après, on a des achats et on a de la billetterie qui se recette en parallèle des comptes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bien, est-ce qu'il y a des remarques sur ces décisions modificatives? Vous voulez surtout vous présenter la mauvaise nouvelle de ce soir avec ces moins de 200 KE. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur les autres écritures comptables en plus de la commission finance qui a bien fait son travail et qui a évoqué tous ces points? Oui, non, en détail. Pas de remarques, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. DM. Merci Pierre. Et nous allons donc passer avec Géraldine qui va nous parler, adjointe à la culture et au rayonnement du Conservatoire de musique, la présentation trimestrielle des tarifs de l'atelier théâtre. Oui. Géraldine. Oui, alors donc je vais informer les membres du conseil municipal de la modification de présentation des tarifs de l'atelier théâtre du Conservatoire. Alors la grille, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, ci-jointe, elle harmonise en fait les tarifs sur le dépliant du conservatoire, donc les tarifs au quotient familial, avec ceux de la musique qui étaient déjà proposés au trimestre, alors que les tarifs du théâtre étaient annuels. Donc c'est pour lisser et pour que ce soit plus compréhensible pour les parents, simplement. Donc voilà, la commission culture a émis un avis favorable lorsqu'on l'a évoqué. C'est simplement une présentation plus unifiée. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie.
Parfait, merci Géraldine. Nadine, avec les fameux tableaux des effectifs à temps complet. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors donc le tableau des effectifs à temps complet, donc on a 95 postes, donc 88 qui sont pourvus et 7 qui sont vacants. Et en fait ce soir, il convient de pourvoir un poste d'agent polyvalent d'une durée hebdomadaire de 35 heures au service bâtiment, qui était vacant actuellement suite à un départ à la retraite. Et ce poste sera repris par un contractuel qui vient d'être nommé stagiaire et qui occupera donc le poste au service bâtiment. Voilà. Donc il s'agit de savoir si vous êtes contre ou y a-t-il des abstentions. Voilà. Tableau des emplois, pas de contre, pas d'abstention, voté à l'unanimité. Très bien, merci Nadine. Avec qui on a encore travaillé cette semaine sur des points RH. Alors on va passer au rapport. Oui, Bernard. Sur ce tableau. Sur la PM, non? Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Alors, on en est où du recrutement de... Nous avons un tiers de la police municipale absente au 1er juillet. On en est où? Alors, les deux, il y en a un qui arrive à la fin du mois, à la fin mai, et un qui arrive fin juin. Et on sera complet. Pourvu qu'il n'y ait pas des départs. Merci Jean-Michel. Alors, dans le rapport simplifié, vous connaissez maintenant la pratique. On a fait le rapport détaillé. Et puis, on passe à ce rapport simplifié où nous avons la présentation du rapport annuel d'activité du délégataire gestionnaire de la fourrière et du gardiennage des véhicules pour l'année 2025. Nous avons la convention de prestation de services d'entretien des poteaux d'incendie. Nous avons la modification du mode de commercialisation de programme de coupe de bois 2026. Nous avons la création d'une commission consultative des marchés à procédure adaptée, les fameuses MAPA. La convention partenariale de projets éducatifs de territoire, le PEDT et le plan mercredi, un avenant à cette convention. Nous avons la convention d'occupation précaire d'un terrain communal au profit de la société de chasse. L'adhésion à la plateforme Agorastore. Nous avons l'adhésion de l'intégrale à l'UCAB. Nous avons le conservatoire de musique avec la modification du règlement des études et du règlement intérieur de quelques retouches à la marge. Et Nadine qui a en délibération donc le maintien du comité social territorial local commun, le CST entre la ville et le CCS de Belay. Donc on continue, on maintient ce fonctionnement. La nouvelle désignation des délégués locaux au CNAS. L'adoption du règlement intérieur global de la ville et du CCAS, Centre communal d'action sociale. Le recrutement d'agents contractuels, l'accroissement temporaire d'activité, le classique, et recrutement d'agents contractuels, emploi saisonnier. Est-ce que vous souhaitez retirer une délibération de ce rapport simplifié pour en débattre? Oui, on souhaite deux rapports sortis. Oui. Le rapport sur la fourrière. Très bien. Et l'adhésion de l'intégrale à l'UCAB. Allons-y. Jean-Michel, et avec l'appui de Charles Guillon, si tu veux évidemment parler de la fourrière, tu restes dans les grands chiffres, Jean-Michel, voilà. Et surtout à la réponse aux questions. Donc je rappelle que dans le cadre de la délégation de services publics pour la mise en fourrière et gardiennage de véhicules, la société JC Auto doit remettre annuellement un rapport retraçant les opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession ainsi qu'une analyse de la qualité et des conditions d'exécution du service public. Donc vous avez lu le rapport où vous avez donc tout dessus, la note de présentation du prestataire, l'organisation de mise en place, les notes sur les moyens humains, les notes analytiques. Vous avez le compte rendu sur les qualités de service, le compte rendu comptable et financier qui faisant apparaître le montant des sommes perçues auprès des usagers, les comptes sociaux de l'entreprise, les bilans, etc. Donc, je ne sais pas, Bernard, qu'est-ce que vous auriez voulu savoir dessus? Donc, alors, vous avez donc... Peut-être que tu peux rajouter le nombre d'enlèvements en 2025, Jean-Michel. Donc, sur
Quelques chiffres. Quelques chiffres que je peux vous donner. Sur Belay, nous avons eu, je crois, si je me rappelle bien, 138 véhicules qui ont été... 135 véhicules ont été mis en fourrière, 14 véhicules ont été détruits, 116 récupérés, ce qui fait donc un nombre moyen de jours de garde de 3 jours,5 pour un chiffre d'affaires pour la société donc JC Auto de 20 500 €. Très bel outil pour la police municipale. Charles, si tu veux rajouter quelque chose, tu n'hésites pas. C'est un outil qui n'existe, en tout cas c'est un service qui n'existait pas quand on est arrivé en 2020. On l'a mis rapidement en place et nécessaire, essentiel, notamment pour toutes ces voitures tampons ou voilà, qui sont abandonnées. Il y a la gendarmerie qui travaillait le sujet, mais c'était très long. Là, on a une réactivité très forte et financée par les contrevenants. Me souffle gentiment notre directeur général des services. Bernard. Oui, sur les, bon, on a mis ce dossier en vue parce que le diagnostic, enfin le bilan n'est pas clair. Les chiffres qui sont annoncés, moi j'avais plutôt 300 véhicules concernés. Alors est-ce que c'est lié au périmètre qui est supérieur à celui de Belay? Sur le diagnostic, sur le bilan, ouais. Vous savez que dans le diagnostic, bon, il y a bien sûr la ville de Belay qui a fait cette convention avec la société JC Auto. Vous avez la BMO et vous avez aussi donc la brigade de gendarmerie. Donc je pense que dans les 300, c'est ce que vous avez en tout, la somme des trois. D'accord. Et la BMO, c'est la brigade motorisée, les motards. donc les gendarmes. Oui. Mais vous avez la BMO et vous avez aussi la brigade territoriale, la gendarmerie, les bleus. Comment dire. Les bleus, les motos et... Bernard, est-ce qu'il y a d'autres questions sur JC Auto? Justement, sur le coût d'enlèvement, on voulait savoir si les 150 €, c'est que le coût d'enlèvement ou ça comprend l'amende? Non, quand la fourrière se déplace pour enlever une voiture, vous avez la police municipale qui est là, qui fixe bien sûr l'amende. Pourquoi est-ce que la voiture a été donc garée là? Vous avez l'amende. Ensuite, vous avez la fourrière qui est de 135 € et après, vous avez temps par jour. Ah ben voilà, on a les montants. Vous êtes garé sur une place handicapée. Vous allez prendre 135 € d'amende, plus l'enlèvement de la fourrière, si à un moment, évidemment, la PM constate tout ça et intervient avec la fourrière. La personne peut enlever son véhicule, mais la limite, c'est à partir du moment où la fourrière a levé la voiture, quoi qu'il arrive, même si le propriétaire arrive, la voiture sera enlevée par la fourrière. Ça reste quand même des chiffres à la taille de Belay raisonnables, raisonnés. L'idée, c'est d'apporter un service qui nous manquait cruellement au niveau de la PM, parce qu'on passait forcément par la gendarmerie avec les effectifs que l'on connaît, avec les longueurs administratives aussi. Là, on a quelque chose de très réactif et qui vient nous régler bon nombre de problèmes. Et notamment, on l'avait mis en place pour tous ces véhicules tampons et abandonnés ou à un moment laissés sur les parkings dans un état pitoyable. Donc l'idée, c'était de pouvoir les enlever rapidement via ce service. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur... Alors, on ne fait pas dire la fourrière aussi sans arrêt, hein. Je le dis quand même. C'est vrai qu'on a la fourrière, bon, il y a pas mal qui s'en vont malheureusement dû au marché. Parce que malgré les panneaux, malgré donc tout ce qu'on met en place, eh bien les gens, le samedi matin, ils restent garés sur la place des terreaux. Voilà. Et il y a beaucoup de voitures qui sont enlevées par la fourrière le jour du marché. Donc j'invite vraiment... Quelques voitures, beaucoup. Non, voilà. Il y a des voitures. Il y a des voitures. Donc j'invite vraiment les gens à faire attention le jour de marché, de ne pas laisser leur voiture le samedi, parce que c'est vrai que ça coûte cher. On a eu quelques voitures au démarrage du marché. À partir du moment où on a commencé à mettre ce marché 100% piétonnier, c'est vrai qu'au début, j'ai eu quelques remarques de Belaisans qui avaient oublié la voiture. J'en étais bien désolé, mais ça remonte. Vous voyez, le marché, on l'a mis en place en 2023, 24.
Donc c'était un peu les débuts, mais là aujourd'hui, je suis moins sollicité sur le sujet. On a comme mis les panneaux et ainsi de suite. Après, c'est vraiment laisser une voiture sur le marché. Enfin, c'est pas possible quoi, de fermer le marché et de laisser un VL stationné comme ça, c'est impossible. Bernard, non? C'est pour ça que nos chiffres étaient... Oui, on avait quand même justement fait une petite remarque au niveau des aucune contestation sur la qualité de ce service. On trouvait ça un peu étonnant quand même, mais je pense que vous donnez la réponse. Là. Il y avait quand même quelques insatisfaits. Oui, au démarrage vraiment, mais aujourd'hui, je suis très rarement sollicité. Enfin, je regarde mes collègues élus sur le terrain, mais je suis rarement sollicité sur des plaintes d'une fourrière qui est venue un peu trop... Et c'est souvent extrêmement bien justifié. Hein. Il y en a qui abusent un petit peu de se retrouver, notamment sur les places handicapées, qui n'ont pas le macaron et ainsi de suite. Ça, c'est intolérable. Hein. Vous savez, c'est comme tout, quand on est en faute, eh bien, on ne va pas se plaindre parce qu'on est en faute. Donc c'est pour ça que... Voilà. Bien. Qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Merci Jean-Michel pour les explications. Et nous allons passer à l'adhésion de l'UCAB pour l'intégrale. Bernard, quelle est votre question? Oui, donc nous étions présents à la commission culture où donc Géraldine a présenté cette option. Alors nous ne sommes pas opposés à cette... Je voulais simplement rappeler que nous aimerions que l'enveloppe de 540 € ne soit pas n'impacte pas l'enveloppe réservée aux associations culturelles. La subvention. Donc je voudrais avoir la confirmation et la certitude que c'est une autre enveloppe et qu'on ne va pas diminuer les 12 000 € de l'enveloppe aux associations culturelles pour financer l'intégrale avec l'UCAB. Alors, je débute, comme vous le savez, mais je pense pouvoir avancer. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est absolument... Alors, si je peux rappeler brièvement donc, de quoi il s'agit. Donc, donc, je vous fais part du souhait de l'intégrale, effectivement, d'adhérer à l'UCAB. Alors, pourquoi? Parce que ça va permettre, par l'intégrale, qui est quand même un lieu où on doit vendre des spectacles. Donc, l'UCAB offre un réseau, en fait, pour être vu. Donc, c'est les commerçants de la ville. Ça permettra à l'intégrale de bénéficier de la force de communication digitale et de ses autres supports. Et surtout, c'est la priorité, c'est d'accepter les chèques UCAB comme mode de paiement des places de spectacle. Donc, il faut savoir quand même qu'en une année, l'UCAB vend auprès des entreprises locales 70 000 € de chèques. Elle touche plus de 40 entreprises locales, donc des industries, des commerces, des très petites entreprises, des indépendants, du budget sud, dont la Comcom et 4 mairies du territoire. Donc, c'est un mode de distribution, enfin, c'est un canal qui est à exploiter pour toucher tout le territoire et vendre des spectacles. Donc, c'est le but numéro 1. Donc, je pense que ça n'a rien à voir avec une quelconque subvention. Et moi, j'ai envie d'ajouter aussi que c'est notre lien de territoire. C'est une association qui est à l'initiative de Budget Expo, par exemple, qui est en lien avec toutes les entreprises et les comités d'entreprise. Il y a plein d'entreprises qui louent aussi l'intégrale pour y faire leurs assemblées générales, leurs événements, etc. Et je pense que c'est très bien de raisonner. Ça a deux effets. Le premier, effectivement, générer de la vente de spectacles avec les chèques cadeaux, qui est un moyen de paiement à part entière, c'est une chose. Et participer à son territoire et créer du lien, je trouve que c'est aussi... vraiment, il y a un sens important. C'est 540 €. C'est quand même rapidement remboursé pour une salle de spectacle. Madame Rosier nous faisait remarquer en commission qu'elle serait très attentive aux résultats. Je lui ai précisé que ce n'était pas la peine parce que si ce n'est pas concluant, nous ne continuerons pas. Voilà. Donc c'est vraiment un risque minime pour, je pense, un rayonnement qui est important. Si on peut récupérer une partie des 70 000 € des chèques UCAB
place de spectacle de l'intégrale, c'est formidable. Mais au-delà de tout ça, comme l'a très bien dit Géraldine, c'est le partenariat étroit qu'on a avec l'UCAB, qui fait un travail, je reviens, on est en partenariat sur le marché de Noël, on est en partenariat sur Budget Expo, Braderie, j'en passe, et puis ils ont besoin d'un coup de main, et très heureux qu'on puisse conventionner. Et c'est un canal qui de est diffusion. très intéressant, de diffusion. Il faut qu'on insiste, pour rayonner un petit peu de partout. Ils peuvent tout à fait être prescripteurs de nos spectacles. C'est une unité, et je pense que c'est un tout. On vous donnera les résultats d'ici un an. Bien sûr. Merci, Géraldine. Voilà, donc... Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. Et ben voilà. Et nous allons laisser la parole à Bernard pour les questions en fin de conseil. L'identité bugiste, parlons-en, et le droit culturel. Oui, merci. Voilà, donc la première commission culture a donné lieu à un premier échange proposé par notre nouvelle adjointe sur ce que nous attendions de la culture. J'ai saisi cette opportunité pour me replonger dans les programmes municipaux de nos deux listes sur le sujet. D'abord, je voudrais remercier Dimitri Lehuertan, notre maire, de son premier éditorial sur Bolémag concernant notre liste et les idées que nous avons portées pendant la campagne. Je ne suis pas certain que vous n'ayez pas réussi à convaincre les 650 électeurs qui ont voté pour nous. Il aurait fallu que vous contestiez les mesures solidaires, écologiques et démocratiques de notre programme, ce que vous n'avez pas fait. Je relève d'ailleurs que personne n'a mentionné l'idée de faire un débat pendant cette campagne qui aurait pu éclairer l'ensemble des Bolaisans sur les idées de chacun. C'est dommage, mais la campagne est terminée et je n'en ferai pas d'autres. En revanche, et comme vous le souhaitez dans votre édito, nous entamons cette mandature avec le souhait d'un dialogue constructif et je vous propose de parler de la culture ce soir. Dans votre programme, vous soulignez votre volonté de, je vous cite, cultiver la fierté d'être Bolaisan et bugiste. L'identité bugiste, la mise en valeur de celle-ci à travers son histoire, ses savoir-faire, sa culture et son art de vivre. Géraldine Frébault nous a rajouté un dernier élément à la commission culture, il faut savoir d'où l'on vient. Alors, par honnêteté intellectuelle, je me suis interrogé sur cette dernière phrase. Est-ce que je sais d'où je viens? Alors, comme je pense savoir d'où je viens, je pense être le candidat idéal pour répondre, car je ne suis pas Bolaisan, ni bugiste depuis au moins 4 générations. Alors, je n'ai rien oublié de mon parcours qui commence à être sérieusement derrière moi. Mon enfance et adolescence à Saint-Étienne, je suis toujours supporter des Verts contre vents et marées. Mes études et mon travail dans l'agglomération lyonnaise, mes origines paysannes et ouvrières ardéchoises, jusqu'à ma retraite active à Belay depuis plus de 10 ans. Cette retraite active, je l'ai exercée en consacrant du temps pour la culture, en particulier dans la chorale Chantelouve, et je voudrais vous dire comment j'ai cultivé la fierté de chanter dans un ensemble profondément belaisan et bugiste. Près de 60 concerts classiques, de Noël, de musique populaire, du monde, de fêtes de la musique, de fêtes commémoratives, à la cathédrale de Bollay, dans une trentaine d'églises et une dizaine d'autres salles culturelles, publiques, du Bugey et au-delà, dans l'Ain, en Savoie et en Isère. Je voudrais citer quelques grands moments de fierté que j'ai éprouvés, qui vont vous rapprocher par rapport à ce que je veux développer. Un concert qui s'appelait la Cantate de la Paix, en hommage aux accords Israël-Palestine de 1995. C'était un moment important. Pour l'anecdote, lorsque nous sommes allés voir monsieur le curé, il ne souhaitait pas que nous chantions à la cathédrale de Bollay. Je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit que dans la Cantate de la Paix, il y avait un chant arabe et qu'il n'en voulait pas. Je lui ai dit que s'il persistait dans son refus, nous irons en appel à la commission diocésaine de Bourg-en-Bresse.
15 jours après, il m'a dit que c'était bon et que nous pouvions chanter cette cantate de la paix qui est un événement fédérateur. Malheureusement aujourd'hui, on voit bien ce qu'il en est aujourd'hui, n'empêche qu'on l'a chanté dans ce cadre-là. En 2020, nous avons chanté pour Louis Baire, concert de Louis Baire. Louis Baire, compositeur bugiste que tous les bugistes connaissent et qui a fait valser un certain nombre de gens partout dans ses bals. En 2018, beaucoup de choses sur le concert du centenaire de la guerre de 14-18. Dans ce concert je retiens la chanson de Craon et tout ce qu'on a chanté pendant ce concert à l'intégrale, mais aussi la messe de la délivrance 2018, la première messe de la délivrance qui a salué la fin de cette boucherie entre les peuples. En 2019, nous avons eu un concert des Faiseurs de paix 2019, une initiative locale autour de la paix. Encore ça, c'est ces moments importants. Concert de la messe du jubilé du diocèse Ars-Belay en 2022. Un moment d'histoire religieuse et d'histoire tout simplement. Pour moi, c'est de la culture. Et je terminerai par le concert Vendée Sable 2026 que nous avons eu il y a quelques temps. Un hommage à la culture berbère, arabe, libanaise, de Mayotte, que nous venons de vivre avec un intégral complet. Je retiens une amie, Fatima, qui m'a dit à la sortie de ce concert qu'elle était très fière parce qu'elle connaissait, enfant, toutes les chansons qu'on a chantées et que ça lui faisait un vrai plaisir de voir cette production chantée ici. Alors de quoi je suis fier? Je crois que vous l'avez deviné, je suis fier de cette région, je suis fier de mon pays, je suis fier de cette communauté multiculturelle qui depuis des siècles se fonde sur la liberté, l'égalité et la fraternité pour faire nation. En conclusion, décidément, cher Dimitri et chère Géraldine, face à la glorification d'une fierté sur un patrimoine local qui pose toujours une question de frontière dans les esprits, ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors. Je préfère la logique des droits culturels. Ils sont partie intégrante des droits humains. Ils reposent à la fois sur le respect de la diversité culturelle et celui des valeurs universelles. Vous me direz peut-être que ce n'est pas antinomique. Mais nous implorons dans notre groupe à faire valoir cette conception dans tous les domaines de la vie, de la politique municipale. Je vous remercie. Merci Bernard pour votre intervention. C'est bien, vous lisez bien notre programme et vous y intéressez, on est très heureux. Et on prendra note, on va remettre à jour de toute façon notre politique culturelle. Vous aurez à travailler, à vous positionner également et voir comment on peut avancer. Mais c'est vrai que je vous ai entendu chanter lors du concert là, qui était et du monde à l'intégrale. Une belle soirée. Mélange des enfants, de la chantelouve, du conservatoire, les professeurs. Beaucoup de gens j'ai eu des très bons retours sur le terrain, des gens qui venaient d'Aix aussi, d'Aix-les-Bains, qui venaient écouter. Donc il y a une vraie dynamique sur ce conservatoire qu'on a réussi à créer sur le précédent mandat, Annie. Et là, il y a un bel outil, il faut que ça se poursuive. Et on voit des profils qui viennent de plus grandes villes passer le tunnel pour venir aux événements de Belay. Donc on retravaillera tout ça dans cette politique culturelle belaysanne qui devra être partagée avec les conseillers, la minorité et aussi l'intercommunalité. Géraldine, tu voulais rajouter autre chose? Oui, déjà, alors à mon tour, je voulais vous féliciter pour cette belle soirée qu'on a vécue là au Vendée Sable avec un compositeur en résidence. Effectivement, on parle de la culture en général. Vous commencez à me connaître un petit peu et je n'aime pas qu'on oppose les choses. La culture, c'est justement se connaître soi d'abord, connaître les autres autour. C'est quelque chose de très important dans la construction de quiconque et surtout des jeunes.
Donc, toutes les cultures sont belles. On est quand même dans le budget, quand on parle de culture bugiste, il y a des savoir-faire qui sont à transmettre, que certains jeunes ne connaissent plus du tout, des figures locales. Il y a une histoire dans notre ville. Donc l'histoire de notre ville, effectivement, c'est pas antinomique à rien. La musique et l'art est vraiment, je pense, un langage commun. Et très sincèrement, il y a de la place pour beaucoup de choses, beaucoup d'instruments de musique. J'ai rencontré Catherine Ortolan et on a parlé de ce beau moment que vous nous avez offert avec des personnes très très variées, intergénérationnelles de surcroît. Il y a quand même de l'accordéon, on avait des sonorités très très différentes, alors certes orientales, et à la fois on pouvait entendre un aspect de musette. Et ça, c'est magnifique de pouvoir un petit peu mêler. Donc, très sincèrement, il y a vraiment... L'art, c'est justement un langage pour développer, pour se rencontrer, pour se connaître soi et les autres. Et connaître notre budget, voilà, c'est quelque chose de très bien aussi. Donc, ça va très bien aller, très bien se passer. On a envie de parler d'identité bugiste, Bernard, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, on le voit, hein, qui connaissent pas assez la ville, qui connaissent pas assez les personnalités, qui connaissent pas assez le terroir, les produits, les acteurs. Et je pense que c'est quand même aussi, avant tout, essentiel de savoir où on habite, qui a marqué l'histoire de la ville, quels sont les bâtiments, quelles sont les dates. Moi, je suis toujours étonné quand j'échange avec les jeunes, certaines dates, ils savent pas à quoi ça correspond. En fait, c'est quoi le... Tiens, l'Ascension, ça ressemble, c'est quoi? Le 8 mai, c'est quoi? Le 19 mars? Enfin, il y a un gros travail à faire déjà sur notre culture et s'ouvrir, évidemment. S'ouvrir, il faut s'ouvrir à toutes, mais revenir aussi sur certains fondamentaux qu'on a certainement perdus et à tort. Mais il y a des belles initiatives. Je prends l'exemple de Belacker qui a fait le parcours de la Louve. Ça permet, c'est en plus utilisé par l'Office du tourisme, ça permet aux touristes de s'approprier, aux touristes, aux scolaires, enfin à tous, de s'approprier mieux la ville et son histoire. Et je pense qu'on a un gros travail à mener en la matière. Question terminée. Annie, tu voulais rajouter encore un événement? Ça n'arrête plus. Je voulais vous rappeler l'invitation du 29 mai au centre social. C'est la fête de fin d'année qu'on a un peu rapprochée. Sur le thème de la guinguette, il y aura de la musique, il y aura de la danse. Je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment ouvert à tous, aux Belaisans, à vous élus. Ce sera de 17h à 19h30. Vendredi 29 mai. Vous pouvez marquer dans vos agendas. Bien, pour terminer, pas d'autres remarques, questions? On a oublié un petit point qu'on voulait aborder. La détermination des membres des commissions au CCBS et les droits de la minorité. Vous devez répondre au mail qui a été fait par Mais Sud. on voulait savoir exactement déjà comment la municipalité se positionne, combien de conseillers municipaux on a droit. Apparemment, c'est 1 par commission et par commune. Non. Moi, j'ai rassemblé ma majorité pour définir qui veut aller sur quelle commission. Donc nous, on a défini, vu comme on est nombreux, donc ça a été 2 commissions par conseiller communautaire. Et c'est vrai qu'il y a eu peut-être une incompréhension ou une mauvaise lecture de la note, parce qu'en fait, ils ouvrent, il y a les conseillers communautaires, vous avez accès à toutes les commissions comme vous le souhaitez. Vous pouvez aller à plusieurs si vous avez envie. Mais le conseil communautaire a souhaité ouvrir et va ouvrir aux conseillers municipaux. Qui ne sont pas non communautaires. Voilà, donc vous êtes pas concernés. Si, parce qu'il y a M. Sédiki qui... Ouais, vous êtes que vous deux au conseil communautaire. Donc, Abderrahmane pourra donc rentrer à certaines commissions communautaires. Voilà. Mais normalement, c'est 1 conseiller municipal par commune. Donc nous, comme on a une minorité, il faudrait qu'on réfléchisse. Bon, nous honnêtement, j'ai pas eu de demande encore de conseillers municipaux qui veulent aller au conseil communautaire, aux commissions du conseil communautaire. On fera le point
Moi, pour l'instant, c'est déjà faire bosser les conseillers communautaires, et ensuite on verra au fil du mandat si à un moment un conseiller municipal souhaite rentrer. Si à un moment il y a un conseiller municipal de la minorité qui veut rentrer, moi ça me pose pas de difficulté, mais il faudra qu'on négocie pour qu'on en ait deux, quoi. Mais bon, ça c'est pas. Alain. Ce mail d'information de la CCBS concernant cette proposition, on l'a reçu il y a 2 jours. Oh, il y a eu, on a fait la réunion il y a 15 jours. Si, il y a 15 jours, parce qu'on a rassemblé la majorité. Et ça a dû peut-être une relance. C'est peut-être une relance. Non, là, c'était pour les conseils municipaux. Ah. Oui, c'est ça. Nous, on s'en est tenu, pour être très clair, on a nos conseillers communautaires, on les a affectés par commission, et on va déjà faire le boulot. Voilà. Et si on a un conseiller municipal qui est vraiment motivé, que ce soit de la minorité ou de la majorité, par une commission de l'intercommunalité, moi je suis à l'écoute, et puis à ce moment-là, on enverra les candidatures à la présidente de Budget Sud. Alain. Micro, toujours. Merci. Toujours une petite précision par rapport à cette proposition de la CCBS. Nous avons jusqu'au 10 juin les conseillers municipaux pour postuler éventuellement. Et deuxième précision dans le mail, possible d'assister à une commission. Oui. Seulement, sur les 9 ou 10. Ouais, c'est une commission. Voilà. Donc le candidat devra bien choisir. Moi, je vous laisse, commission. Bernard, avec votre groupe, répondre directement à Budget Sud. Et puis, moi, pour les conseillers municipaux de la majorité qui ne sont pas à l'interco, s'il y a une personne qui est vraiment motivée pour rentrer dans une commission, on n'a pas encore évoqué le sujet, mais je pense pas. C'est 10 juin. Ouais, bon, on a un petit peu de temps. 18 juin. Ouais, une personne. Vous pouvez juste nous préciser Oui. la fréquence, peut-être? La fréquence des commissions, en général? C'est comme les commissions. Ouais, ça dépend de la commission. Oui, puis ça dépend de la commission. Tourisme, c'est très actif. La mobilité, c'est une fois tous les 2 mois. Après, il y en a d'autres, je sais pas, en conseil voirie. Cadre de vie, c'est souvent. Oui. Tu mettais combien? Une fois tous les 2 mois? Ouais, à peu près, ouais. Et en général, elles se passent pour l'instant à Culos ou elles vont se passer à... Ça dépend. Il y en a Tous. qui passent à Méridien, d'autres c'est à Lilo. Ce sera peut-être... Mais attendez, mets les micros, Annie, mets le micro si tu veux, parce que sinon on t'entend pas. Donc vas-y, mets le micro. Les commissions, la plupart du temps, ça se passe soit à Actipol ou soit à Gramont. Et puis ensuite, on le fera donc au siège communautaire à partir de septembre. D'autres remarques, d'autres questions? Rendez-vous, s'il n'y en a pas, rendez-vous donc le vendredi 5 juin à 9h pour voter les suppléants pour les élections sénatoriales et vendredi au prochain conseil municipal. Rendez-vous au prochain conseil municipal le lundi 6 juillet à 18h30. Merci à vous, merci de nous avoir suivis en direct et belle soirée.